on s'intéresse à l'étude de la leçon le réseau électrique triphasé. Notre objectif spécifique, c'est déterminer les grandeurs électriques d'un réseau triphasé équilibré, déterminer les puissances électriques mises en jeu dans un récepteur triphasé équilibré. Notre leçon sera décomposée en deux parties. Dans la première partie, on va voir la mise en situation, le réseau triphasé équilibré, mesure des tensions simples et des tensions composées, représentation des tensions simples, relation entre les tensions simples, représentation vectorielle des tensions composées, vérification de la relation entre les tensions U et V, représentation des tensions composées, propriétés d'un réseau triphasé équilibré. Comme on va voir, les récepteurs triphasés équilibrés, les récepteurs monophasés, les récepteurs triphasés, le couplage en étoile d'un récepteur triphasé, le couplage en triangle d'un récepteur triphasé. Mise en situation. Pour alimenter des récepteurs électriques, deux sources de tension sont disponibles. Les sources de tension monophasées. Ces sources possèdent deux bornes, un neutre et une face, d'où le nom de monophasé, pour alimenter des récepteurs de faible puissance tels que une télévision, un sèche-cheveux, une machine à laver, un réfrigérateur. Deuxième type de source, ce sont les sources de tension triphasées. Dans ces sources, on trouve 4 bornes, un neutre et 3 phases. 3 phases, d'où le nom de triphasé, pour alimenter des récepteurs de moyenne et de grande puissance, tels que les moteurs triphasés, les fours électriques triphasés, les machines de menuiserie, etc. Qu'est-ce qu'un réseau triphasé? La distribution de l'énergie électrique est réalisée par un réseau triphasé composé par 4 conducteurs qui sont 3 phases et un neutre. Si on regarde les poteaux de transport d'énergie, on va trouver les 4 conducteurs. Le premier conducteur est nommé phase 1, noté par pH1. Le deuxième conducteur, noté pH2, c'est la phase numéro 2. Troisième conducteur, c'est la phase numéro 3, noté pH3. Le quatrième conducteur, c'est le neutre, noté N. Mesure de tension aux bornes d'une prise triphasée. Le voltmètre ou le multimètre nous permettent de mesurer la tension efficace entre deux bornes, c'est-à-dire deux fils du réseau. Le câble contient 4 fils. Combien de tension peut-on mesurer entre ces 4 fils? La première mesure, c'est entre le neutre et la phase 1. Elle est notée par V1. Sa valeur efficace est égale à 230 volts. Deuxième mesure, c'est entre le neutre et la phase 2. Notée V2. Sa valeur est 230 volts. Troisième mesure, c'est entre le neutre et la phase 3. Notée V3. Sa valeur est 230 volts. Ces 3 mesures sont réalisées entre le neutre et une phase. On les appelle les 3 tensions simples. Notées V1 égale V2 égale à V3 égale à V égale 230 volts. 3 autres mesures peuvent être réalisées, mais cette fois-ci entre 2 phases successives, comme entre la phase 1 et la phase 2. Notée U1, 2. Sa valeur efficace est égale à 400 volts. Deuxième mesure entre phases, c'est entre la phase 2 et la phase 3. Notée U23. Sa valeur est égale à 400 volts. Troisième mesure entre la phase 3 et la phase 1. Notée U31 est égale à 400 volts. Ces 3 dernières mesures sont réalisées entre 2 phases successives. On les appelle les 3 tensions composées. Notées U12 égale à U23 égale à U31 égale à U est égal à 400 volts. On remarque que le rapport de la tension composée U sur la tension simple V est égal à 400 sur 230 est égal à 1,73, donc égal à racine 3. On conclut que la tension composée U est égale à racine 3 fois la tension simple V. On va vérifier cette relation par la suite.
théoriquement. Conclusion. Aux bornes d'une prise triphasée existent 4 bornes qui sont 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3, plus un neutre, N. 6 tensions sont disponibles, 3 tensions notées V indice I, mesurées chacune entre une phase et le neutre, ça veut dire que ce sont des tensions simples, notées V1, V2, V3. 3 tensions notées U, I, J, mesurées chacune entre 2 phases successives. 2 phases successives, ça veut dire tension composée, notée vecteur U12, vecteur U23 et vecteur U31. Relation entre tension U et V, ça veut dire relation entre tension composée et tension simple. D'après ce schéma, on remarque que la tension composée U12 est égale au vecteur V1 moins le vecteur V2. La tension composée U23 égale au vecteur V2 moins le vecteur V3. Et enfin, le vecteur U31 est égal au vecteur V3 moins le vecteur V1. Évaluation. Complétez le tableau suivant. Dans le cas général, un réseau électrique est défini par ces 2 valeurs, tension simple et tension composée. On le met tension simple / tension composée. Comme ici, la valeur qui existe à droite, 230 volts, représente la tension simple. / la valeur qui existe à gauche, 400 volts, représente la tension composée. Pour le deuxième réseau, il nous donne seulement 690 qui représente une tension composée. Pour déterminer la tension simple, on sait très bien que nous avons une relation entre U et V. U est égal à racine 3 fois V, donc V est égal tension composée sur racine de 3. 690 sur racine 3 est égal à 400 volts. Notre réseau est identifié. On peut écrire donc 400 volts / 690 volts. Pour le troisième réseau, nous avons seulement la tension simple qui est égale à 127 volts. Pour déterminer la tension composée, on multiplie tension simple fois tension composée. 127 fois racine 3 est égal à 220 volts. Ça y est, notre réseau est identifié par ces 2 tensions. On peut l'écrire 127 volts / 220 volts. Représentation des tensions simples. Visualisation des 3 tensions simples à l'aide d'un oscilloscope. La visualisation du signal V1 montre que V1 est un signal alternatif sinusoïdal de période T, de valeur maximale Vmax, de valeur minimale moins Vmax. Comme on voit ici dans la représentation, c'est une période de 6 carreaux, correspondant à un angle de 2π. La visualisation de V2 montre que V2 a la même forme que V1, c'est-à-dire alternatif sinusoïdal, de même période T, mais V2 est décalé par rapport à V1 de 2, c'est-à-dire 2 carreaux et la période est égale à 6 carreaux. 2 sur 6, ça me donne un décalage de T sur 3, correspondant à un angle de 2π sur 3. La visualisation de V3 montre que V3 est identique à V1 et V2, mais elle est décalée par rapport à V1 de 4 carreaux. 4 carreaux sur 6 carreaux est égal 2T sur 3, soit un angle de 4π sur 3. D'où les propriétés des 3 tensions simples. Les 3 tensions instantanées simples sont 3 tensions, premièrement, sinusoïdales. Les 3 tensions instantanées simples sont déphasées entre elles de 2π sur 3. Les 3 tensions instantanées simples ont la même valeur efficace. V est égal à 230 volts. La même valeur maximale, puisque Vmax est égal à V fois racine de 2, égale 230 fois racine de 2. La même période, T est égal à 20 millisecondes. La même fréquence, puisqu'on sait très bien que la fréquence F est égale à 1 sur T, 1 sur 20, 10 moins 3, ça me donne une fréquence de 50 Hz. La même pulsation ou bien la même vitesse angulaire, oméga, est égale à 2π fois F.
Je remplace f par sa valeur 50, ça me donne 100 pi. Prenons V1 comme origine des phases. Déterminez les équations de V1, V2 et V3. On a vu que V1 est un signal alternatif sinusoïdal. Donc, son équation s'écrit V1 de t est égal V max sinus oméga t plus 0, puisque c'était l'origine des phases. On remplace V max et oméga par la valeur, ça nous donne V racine 2 sinus 100 pi t. L'équation de V2, puisque V2 est identique à V1, mais juste elle est décalée par rapport à V1 d'un angle de 2 pi sur 3. Son équation s'écrit V max sinus oméga t moins 2 pi sur 3, ou bien V racine 2 sinus 100 pi t moins 2 pi sur 3. L'équation de V3 s'écrit immédiatement, la même équation que V1 et V2, juste elle est décalée par rapport à V1 de moins 4 pi sur 3 est égal V max sinus 1 pi t plus 2 pi sur 3, puisque l'angle moins 4 pi sur 3 est égal aussi à plus de pi sur 3. Représentation vectorielle des trois tensions simples. Les trois tensions V de t sont représentées par des vecteurs de modules leur valeur efficace V déphasées de 2 pi sur 3 l'une par rapport à l'autre. On a l'équation de V1 est égale à V max sinus oméga t ou bien V racine 2 sinus oméga t plus 0. On va la représenter par un vecteur de module sa valeur efficace V collinéaire avec l'axe des phases, puisque son déphasage est nul. Je prends donc l'axe des phases, phi égale 0, je la représente par un vecteur collinéaire avec l'axe des phases. L'équation de V2 est égale V racine 2 sinus oméga t moins 2 pi sur 3. V1 et V2 ont la même valeur efficace, donc même module. Juste, le vecteur, c'est la décalé par rapport à V1 de moins 2 pi sur 3. Je prends l'angle moins 2 pi sur 3, je représente un vecteur V2, même module que V1. L'équation de V3 s'écrit V racine de 2 sinus oméga t plus 2 pi sur 3 ou bien moins 4 pi sur 3. Je prends l'angle moins 3, je présente un vecteur de même module que V1 et V2. Voilà le vecteur V3. Relation entre les tensions simples, représentation vectorielle. J'en ai ma représentation de V1, V2, V3 qui sont décalées de 2 pi sur 3 l'une par rapport à l'autre. Faisons la somme vectorielle de V1 et V2. Je fais la translation de vecteur V2 à l'extrémité de V1. Je fais la somme maintenant de V1 plus V2, ça me donne un vecteur. Je remarque que ce vecteur, il a le sens opposé à V3 et le même module que V3. Donc, V1 plus V2 est égal à moins V3. D'où V1 de t plus V2 de t plus V3 de t est égal vecteur nul. Représentation cartésienne. À un instant t donné, faisons la somme algébrique de V1, V2 et V3 de t. Nous obtiendrons, je vais prendre l'instant ici t sur 4, V1 est égal à V max. V2 et V3 est égal à moins V max sur 2. Donc, V1 de t plus V2 de t plus V3 de t égale V max moins V max sur 2 moins V max sur 2, ça va me donner un 0. Donc, V1 de t plus V2 de t plus V3 de t est égal à 0. Représentation vectorielle des tensions composées. On a vu que le vecteur U12 est égal au vecteur V1 moins le vecteur V2. Je translate le vecteur moins V2 à l'extrémité de V1. Je fais la somme. J'obtiens un vecteur U12. Et ici, je fais une remarque. Le vecteur U12 n'est pas collinéaire avec le vecteur V1. Il a une amplitude plus importante. Deuxième équation. U31 est égal vecteur V3 moins le vecteur V1. Je fais la translation de vecteur moins V1 à l'extrémité de V3. Je fais la somme. J'obtiens un vecteur U31. Troisième équation. Le vecteur U23 est égal au vecteur V2 moins le vecteur V3. Je fais la translation de vecteur moins V3 à l'extrémité de V2. Je fais la somme. Ça me donne le vecteur
23. Je remarque ici que les trois tensions composées ne sont pas collinéaires aux tensions simples. Considérons le triangle isocèle AOB. Ce triangle, il est constitué par deux côtés égaux, V1 et moins V2. L'angle qui existe entre V1 et V2, c'est un angle de 120 degrés. En projetant son sommet haut sur sa base AB, ça me donne le point H qui divise le triangle isocèle en deux triangles rectangulaires. L'angle qui existe entre AO et AH, c'est un angle de 30 degrés. Donc on constate que la tension composée I12 et en avance de phase d'un angle est égale à pi sur 6. Faisons la même projection avec le triangle du vecteur U31 moins V1, V2. Je remarque aussi que la tension composée U31 est en avance de phase par rapport à la tension V3. De même, la tension U23 est en avance de phase par rapport à V2 d'un angle pi sur 6. Quel est l'angle maintenant qui existe entre les trois tensions composées? On remarque bien que les tensions composées sont décalées l'une par rapport à l'autre d'un angle de pi sur 3. Donc, conclusion, les trois tensions composées sont de même module déphasées de 2 pi sur 3 entre U23 plus U31 est égal à vecteur nul. Donc, ça constitue un système équilibré comme les tensions simples. Vérification de la relation entre U et V. En considérant que le triangle AOH, c'est un triangle rectangle au point H, où AO représente le vecteur tension simple, AH la moitié de la tension composée U sur 2, avec AH l'adjacente. On sait très bien que l'adjacente est égale cosinus l'angle fois l'hypoténuse. Donc U sur 2 égale V fois cosinus pi sur 6. Je remplace cosinus pi sur 6 par sa valeur, ça me donne U sur 2 est égal V fois racine de 3 sur 2. Je fais une simplification par 2, ça me donne U est égal à V fois racine de 3. Donc, d'où la vérification de la relation vue précédemment expérimentalement, cas général, la tension composée U est égale V fois racine de 3. Représentation des tensions composées. Visualisation des trois tensions composées à l'aide d'un oscilloscope. En prenant ici V1 comme origine des phases. On a vu précédemment que V1 est un signal alternatif sinusoïdal de période t égale à 6 carreaux. La visualisation de la tension U12 montre que U12 est aussi un signal alternatif sinusoïdal de même période que V1. Mais elle est d'amplitude plus importante. U max est égal V max fois racine 3. Aussi bien, la tension U12 est en avance de phase d'un angle égal à pi sur 6 par rapport à la tension V1. D'où son équation U pi sur 6. J'enlève ici V1 et je représente le signal U12. La visualisation de U23 montre que U23 est aussi bien alternatif sinusoïdal, même amplitude que U12, mais décalé par rapport à U12 de 2 pi sur 3. D'où son équation U23 est égal U max sinus oméga t moins pi sur 2. Le pi sur 2 vient ici, plus pi sur 6 moins 2 pi sur 3, ça me donne un déphasage de plus pi sur 2. La visualisation de la tension U33 montre qu'elle a la même forme que les deux précédentes, mais décalée par rapport à U12 d'un angle 4 pi sur 6. D'où son équation U31 est égal U max sinus oméga t moins 7 pi sur 6. Le moins 7 pi sur 6, on l'obtient en faisant moins 4 pi sur 3. Propriété d'un réseau triphasé équilibré. Un réseau est dit équilibré si seulement si les trois tensions ont la même valeur efficace. Les trois tensions sont déphasées entre elles d'un angle de 2 pi sur 3. Les trois tensions suivantes, les relations suivantes sont vérifiées. Premièrement,
la somme vectorielle des trois tensions simples est égale à vecteur nul, et la somme vectorielle des trois tensions composées aussi égale à vecteur nul. Les trois tensions ont la même fréquence. Évaluation de type QCM, on donne le chronogramme des tensions entre phase et neutre d'un réseau triphasé 50 Hz. On vous demande de déterminer la tension efficace entre phases de ce réseau. Les trois tensions représentées ici sont les tensions entre phase et neutre, donc tension simple. Leur valeur maximale est égale à 3 carreaux,25. La sensibilité de l'oscilloscope donne 100 volts par division. Donc leur valeur maximale est égale à 100 fois 3,25, 325 volts. C'est la valeur maximale de la tension. Je dois diviser par racine de 2. Donc 325 sur racine de 2, ça me donne une tension de 230 volts. Le 230 volts représente seulement la valeur efficace de la tension simple. Mais la question demandée, quelle est la valeur efficace entre phases, c'est-à-dire la valeur efficace de la tension composée. Je multiplie 230 par racine de 3, ça me donne une tension de 400 volts. Récepteur triphasé équilibré. Récepteur monophasé. En monophasé, la source de tension possède deux bornes, une phase et un neutre. Voilà notre source. On a deux bornes. La première borne s'appelle phase, la deuxième borne s'appelle le neutre. Le récepteur est un dipôle, ça veut dire qu'il possède deux bornes. Pour l'alimenter, une des deux bornes sera reliée au neutre et l'autre borne sera reliée à la phase. Voilà notre récepteur, notre dipôle d'impédance Z. Je relie la première borne au neutre, la deuxième borne à la phase. Récepteur triphasé équilibré. Un récepteur triphasé équilibré est composé de trois récepteurs monophasés identiques qui seront couplés de façon à avoir un seul récepteur dit récepteur triphasé équilibré. Comme on voit dans notre schéma, le réseau, on a 4 conducteurs, phase 1, phase 2, phase 3, et notre récepteur est constitué par 3 dipôles. Chaque dipôle contient 2 bornes. Donc notre récepteur, on a 6 bornes. Couplage en étoile des 3 dipôles. Soit les 3 dipôles monophasés, identiques. Comment peut-on les coupler sur le réseau triphasé donné? Nous avons dans le récepteur 6 bornes et le réseau 4 bornes. Première façon, chaque dipôle est branché entre phase et neutre. Le premier récepteur Z est couplé entre la première phase et le neutre. Deuxième récepteur entre la phase 2 et le même neutre. Troisième récepteur entre phase 3 et neutre. On remarque que les 3 récepteurs ont une borne commune qui est le neutre N. On peut les coupler d'une autre manière. Donc nous avons un nœud qui relie les 3 sorties des 3 dipôles. Deuxième façon de représenter ce couplage, c'est mettre le neutre au milieu et chaque récepteur est relié entre neutre et phase. Le premier récepteur entre phase 1 et neutre, deuxième récepteur phase 2 et neutre, troisième récepteur entre phase 3 et neutre. Nous avons donc un point commun qui est N. Chaque récepteur est lié à une phase et un neutre. Ce type de couplage est dit couplage étoile ou bien couplage Y. Le nom de étoile ou bien Y vient de son schéma qui ressemble à une étoile. Couplage en étoile, courant et tension. Le courant qui circule dans un fil de ligne de réseau triphasé est appelé courant de ligne. Il est noté par I, indice I. Le premier courant qui circule dans la phase 1 est appelé I1. Deuxième courant qui circule dans la phase 2 est appelé I2. Troisième courant qui circule dans la phase 3 est appelé I3. Donc nous avons 3 courants de ligne. Le courant qui traverse chaque dipôle Z est appelé courant par phase. Il est noté J indice I. Ça veut dire que le courant qui traverse le dipôle numéro 1 est appelé J1. Le courant qui traverse le dipôle numéro 2 est noté J2. Le courant qui traverse
L'impédance ou bien le dipôle numéro 3 est appelé J3. D'après le schéma, nous tirons les relations suivantes entre I, indice I, et J, indice I. Si on prend le premier dipôle, on remarque que le courant entrant au dipôle numéro 1 est égal, I1 est égal au courant sortant de ce dipôle J1. Donc on constate que I1 est égal à J1. De même, pour les deux autres dipôles, I2 est égal à J2, I3 est égal à J3. Donc lorsque nous avons un couplage étoile, le courant de ligne est égal au courant par phase. En appliquant la loi de nœud au nœud N, on obtient l'équation IN. Donc nous avons un courant dans le nœud N. Je vais l'écrire par I indice N. En appliquant la loi du nœud, somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. 3 courants entrants I1, I2, I3, un seul courant sortant IN. Je peux écrire donc I dans le neutre est égal à I1 plus I2 plus I3, ou bien aussi J1 plus J2 plus J3, puisque les trois courants de ligne sont égaux au courant par phase. Représentation sur le montage, les tensions aux bornes de chaque dipôle Z. Les tensions seront présentées par des vecteurs dans le sens et opposé au courant. Donc voilà les trois tensions. Que représentent ces tensions? Ces tensions sont entre le neutre N et une phase. Donc ce sont des tensions simples. Chaque dipôle est branché entre le neutre et une phase. Donc il est soumis à une tension simple V. Pour la première phase, c'est V1. Deuxième récepteur, V2, ainsi de suite. Déduire IN en fonction de VI, c'est-à-dire courant de neutre en fonction des tensions simples. Chaque dipôle Z est soumis à une tension simple V et parcouru par un courant J. Donc, d'après la loi d'Ohm, on peut écrire la tension V1 est égale Z fois J1, la tension V2 est égale Z fois J2, la tension V3 est égale à Z fois J3. Alors, on tire J1 est égal I1 est égal à V1 sur Z, J2 est égal I2 est égal à V2 sur Z, J3 est égal I3 est égal à V3 sur Z. Puisqu'on a le courant de neutre est égal I1 plus I2 plus 3, je remplace I1, I2, I3 par leur valeur, j'obtiens I dans le neutre égale V1 sur Z plus V2 sur Z plus V3 sur Z. J'en ai 1 sur Z, je le mets en facteur, j'obtiens I dans le neutre égale V1 plus V2 plus V3, le tout sur Z. Rappelons que pour un réseau équilibré, V1 plus V2 plus V3 est égal à 0. Je remplace V1 et V2 par la valeur, ça me donne le courant de neutre est nul. Ou bien, la somme du courant I1 plus I2 plus 3 est égale à 0 aussi. Conclusion, le courant circulant dans le neutre est nul, donc on peut le supprimer. Voilà, IN égale 0. Je remplace IN par 0. Ce câble ne supporte pas de courant, donc je peux l'enlever. Enlever le câble du neutre, pas le couplage qui existe entre les trois sorties des trois dipôles. Retenons, pour le couplage étoile, que les trois courants de ligne sont identiques. I1 égale I2 égale I3 égale à I. Aussi, les trois courants par phase sont identiques. J1 égale à J2 égale à J3 égale à J. Les courants de phase sont égaux aux courants de ligne. Donc I égale à J. Chaque dipôle Z est soumis à une tension simple. V égale U sur racine de 3. Maintenant, couplage en triangle des trois dipoles. Dans ce cas, on veut coupler le récepteur triphasé sans avoir utilisé le neutre. C'est-à-dire lier chaque récepteur entre deux phases successives. Le premier récepteur entre la phase 1 et 2, le deuxième entre phase 2 et phase 3, le troisième entre phase 3 et phase 1. L'essentiel est que les deux phases doivent être successives. Par exemple, première façon, le premier récepteur entre phase 1 et phase 2. Deuxième récepteur entre phase 2 et phase 3. Troisième récepteur entre phase 3 et la phase 1.
Deuxième façon de représenter ce couplage, l'impédance Z, chaque impédance Z est soumise à deux tensions, ou bien deux phases, la phase 1 et la phase 2 tension composée. Donc phase 2 et phase 3 tension composée, phase 3 et phase 1 tension composée. Donc on remarque que chaque récepteur est soumis à une tension composée du réseau. On appelle alors ce type de couplage triangle. Le nom de triangle vient du montage qui ressemble à un triangle. Couplage en triangle, courant et tension. Chaque dipôle Z est soumis à une tension composée U. Donc le dipôle AB est soumis à la tension entre phase 1 et 2, donc tension U12. Le dipôle BC est soumis à tension U23. Le dipôle CA est soumis à une tension U31, traversé par un courant J. J1 pour le dipôle AB, J2 pour BC et J3 pour le dipôle CA. Nous avons trois courants de ligne, I1, I2, I3. Le courant de ligne est différent de courant par phase. Si on regarde le nœud A par exemple, on a un seul courant entrant I1 et un courant J3. Le seul courant sortant c'est J1. Donc I1 n'est pas égal à J1. D'après la loi des nœuds, on peut écrire à n'importe quel nœud, par exemple en nœud A, que le courant I1 égale à J1 moins J3. Ou bien vectoriellement, le vecteur I1 est égal à J1 moins J3. Au nœud I2, au nœud B, on peut écrire I2 est égal à J2 moins J1. Ou bien vectoriellement, le vecteur I2 est égal au vecteur J2 moins le vecteur J1. Au nœud C, nous avons le courant I3 est égal à J3 moins J2, ou bien vectoriellement I3 égale vecteur J3 moins le vecteur J2. Représentation vectorielle des courants de ligne. Nous avons les trois courants par phase, J1, J2, J3, qui sont décalés de 2 pi sur 3 l'une par rapport à l'autre. En appliquant les relations suivantes, le vecteur I1 est égal à J1 moins J3. Je fais la translation du vecteur J3 à l'extrémité de J1. Je fais la somme, j'obtiens un courant I1. Ou bien, avec l'équation I2 est égal à J2 moins J1, je fais la translation de moins J1 à l'extrémité de J2. Je fais la somme, j'obtiens un vecteur I2. Troisième équation, I3 est égal à vecteur J3 moins vecteur J2. Je fais de même, je translate le vecteur moins J2 à l'extrémité de J3. Je fais la somme, j'obtiens un courant I3. Qu'est-ce qu'on remarque? Les courants de ligne ne sont pas collinéaires avec les courants par phase. Ils sont en avance de phase et leur module est plus important. En considérant le triangle AOB, en projetant son sommet O sur sa base AB, on obtient deux triangles rectangles au point H. Voilà. Donc le courant de ligne I3 est décalé d'un angle pi sur 6 par rapport au courant de phase J3. Le vecteur AB, qui représente le courant de ligne I3, il est égal 2 fois à H. Relation entre I et J pour le couplage triangle. Considérons le triangle AOH. Voilà le triangle OH, où AO représente le courant par phase J. AH représente la moitié du courant de ligne. C'est un triangle rectangle. Il y a un déphasage entre courant de ligne et courant par phase d'un angle pi sur 6. AH représente l'adjacente. Donc je peux l'écrire I sur 2 est égal J fois cosinus pi sur 6. Je remplace cosinus pi sur 6 par sa valeur, racine 3 sur 2. J'obtiens I sur 2 est égal J fois racine 3 sur 2. Je simplifie par 2, ça me donne I est égal J fois racine de 3. Donc généralisant, on peut écrire que le courant de ligne I est égal le courant par phase J fois racine 3. Cette relation
n'est applicable qu'en couplage triangle. Retenons pour le couplage triangle que les trois courants de ligne sont identiques. I1 est égal à I2 est égal à I3 est égal à I. Les trois courants par phase sont aussi identiques. J1 égale à J2 égale à J3 égale à J. Les courants de phase ne sont pas égaux aux courants de ligne. Le courant de ligne I est égal à J fois racine de 3. Chaque dipôle Z est soumis à une tension composée U. Pas comme pour le couplage étoile. La tension est une tension simple V. Évaluation de type QCM. QCM numéro 1. Un réseau triphasé, 230 volts, 400 volts, 50 Hz, alimente 3 résistances R, égale 10 ohms, couplées en étoile. Que vaut la valeur efficace I des courants de ligne? Ici, le couplage est un couplage étoile, donc chaque récepteur est soumis à une tension simple V. Donc la résistance RR est soumise à tension V. Je peux écrire V est égal R fois I. Donc I est égal V sur R. V tension simple, donc 230 volts sur R sur 10. Ça me donne un courant égal à 23 ampères. Deuxième QCM. Un réseau triphasé, 230 volts, 400 volts, 50 Hz, alimente 3 résistances R, 10 ohms, mais maintenant couplées en triangle. Que vaut la valeur efficace du courant de ligne I? Pour le couplage triangle, je peux écrire que la tension, chaque dipôle est soumis à une tension composée. Donc je peux écrire la tension composée U est égale R fois le courant J. Donc J est égal U sur R. U est égal à 400 volts, R est égal à 10 ohms. 400 sur 10, ça me donne un courant J, courant par phase de 40 ampères. Mais ici, il a demandé le courant par ligne. En couplage triangle, I et J ne sont pas égaux. I est égal à racine 3 fois le courant par phase. Donc, c'est égal à 40 fois racine 3. Ça me donne une valeur de 69 ampères. Évaluation numéro 3. Complétez les phrases suivantes. Pour un couplage étoile, chaque impédance est soumise à la tension du réseau. En couplage étoile, chaque dipôle est soumis entre phase et neutre. Donc la tension est une tension simple. Pour un couplage triangle, chaque impédance est soumise à la tension du réseau. On sait très bien que pour le couplage triangle, chaque dipôle est soumis entre deux phases successives, donc tension composée. Complétez le tableau suivant en indiquant le couplage correspondant par étoile, ou bien triangle, ou bien impossible. J'en ai ici 3 réseaux. Je vais prendre la première impédance. La première impédance supporte une tension de 133 volts. Je vais la comparer avec les deux tensions de réseau. Mon impédance supporte une tension de 133 volts qui est égale à une tension simple. Donc, mon couplage est un couplage étoile. Avec le deuxième réseau, le 133 volts de l'impédance est inférieur aux tensions simples et composées de mon réseau. Donc, mon impédance ne supporte pas les deux tensions, ni 230 qui est de tension simple, ni 400. Donc mon couplage est impossible. De même pour le réseau 400 volts 690. Deuxième impédance, elle supporte une tension de 230 volts. Je vais la comparer avec les deux tensions de réseau. 230 correspond à une tension entre phases. Donc mon couplage est un couplage triangle. Pour le deuxième réseau, le 230 correspond à une tension simple. Donc, mon couplage est étoile. Pour le troisième réseau, le 230 ne correspond ni à la tension simple, ni à la tension composée. Donc, mon couplage est impossible. Troisième impédance, elle supporte une tension de 400 volts. Le 400 volts n'est égal pour le premier réseau, n'est égal
ni à la tension simple, ni à la tension composée. Donc, mon couplage est impossible. Pour le deuxième réseau, 400 volts correspond à la tension composée, donc le couplage est triangle. Pour le troisième réseau, 400 volts correspond à la tension simple, donc mon couplage est étoile. Quatrième impédance, elle supporte une tension de 690 volts. Pour le premier couplage, le couplage est impossible. Pour le deuxième couplage, donc le 690, on ne la trouve ni comme tension simple, ni comme tension composée, donc aussi le couplage est impossible. Avec le troisième réseau, le 690 représente la tension composée. Donc mon couplage est un couplage triangle. Merci de m'avoir suivi. Bonne réussite au baccalauréat.